ce deuxième bloc de conférences, renforcer et élargir les alliances existantes. J'aimerais vous présenter notre première conférencière. Charlène Blanchette, elle est nutritionniste, elle est chargée des dossiers en alimentation à la Coalition québécoise sur la problématique du poids. Et Charlène va nous parler des saines habitudes de vie au service de la réussite éducative. Merci. Juste être sûr que mon ajustement est parfait. Donc, bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir de tous vous voir en aussi grand nombre dans les derniers jours. C'est vraiment exceptionnel. C'est beau avoir une aussi belle mobilisation autour de la santé durable. En fait, moi, dans les derniers jours, on a vu vraiment l'importance de la prévention. Donc, ça, c'est sans surprise. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet où est-ce que ça devient encore plus précieux, la prévention. C'est au niveau de la génération future, donc des jeunes. Puis, un peu plus de manière précise, en fait, je vais vous parler de comment, en fait, l'école est un milieu très important pour ceux-ci. Veut pas, le nombre d'heures qu'un enfant passe à l'école est assez nombreux dans une journée. Puis, on ne veut pas non plus mettre toute la responsabilité sur les écoles. On sait qu'ils en ont déjà beaucoup sur les épaules, qu'il y a de nombreux défis. Mais en fait, c'est une question d'équilibre. Donc, de voir un peu les avantages de vraiment mettre en place certaines conditions, certains aménagements qui font toute la différence parce que veut pas, c'est une façon de rejoindre de manière égale tous les enfants, donc pour qu'il y ait vraiment une chance égale de réussir. Je ne sais pas si vous avez... Merci. Génial, parfait. Je ne sais pas si hier vous avez vu le ministre Drainville faire une conférence de presse. On était très occupés avec le sommet hier, mais il a énoncé en fait les 7 priorités au niveau de la réussite éducative. Je me demandais combien d'entre vous pensiez, avec le pouce en haut, le pouce en bas, si les saines habitudes de vie étaient inclus dans les priorités du ministre. Effectivement, vous avez raison. C'est assez unanime dans la salle. Ils ne sont pas présents. Mais ça reste que j'aimerais ça vous montrer aujourd'hui comment ça devient... Ça serait le fun qu'ils l'ajoutent, en fait, donc sans vouloir diminuer les autres priorités, mais plus de comprendre, en fait, l'importance des saines habitudes de vie pour les enfants. Ouais. Donc... L'état de santé des jeunes est préoccupant. En fait, on voit apparaître de plus en plus de maladies chroniques qu'on voyait à l'âge adulte, maintenant chez nos jeunes. Ces maladies, en fait, nuisent aux chances égales de réussir, nuisent à leur santé physique et mentale. Puis on sait, avec la pandémie, ça a complètement bouleversé nos saines habitudes de vie, puis les jeunes, ils ne font pas exception. Donc, c'est venu encore plus fragiliser, en fait, les habitudes de vie puis le risque de développer des maladies chroniques. À la lumière de ces constats-là, c'est vraiment c'est important, en fait, d'agir tôt pour que les enfants acquièrent des saines habitudes de vie jeunes. Donc, parce que veut pas, les études le montrent, les habitudes de vie, c'est dur à changer. Puis, une fois que c'est installé, c'est plus difficile, puis ça s'installe dès l'enfance. C'est pour ça, en fait, que le milieu scolaire, ça représente un levier d'action essentiel à privilégier pour rejoindre tous les enfants, incluant les plus vulnérables. Donc, on peut voir les saines habitudes de vie comme un coffre à outils. Donc, un coffre à outils qui peut les suivre toute leur vie. Utile, en fait, pour la santé, ça contribue à la santé physique et mentale, comme je l'ai déjà dit. Utile, en fait, pour le développement des capacités motrices, des capacités cognitives, une meilleure concentration, une meilleure gestion des émotions, un meilleur comportement en classe, donc c'est pas rien. Et ultimement aussi, toutes ces variables-là agissent sur la réussite éducative, en plus, en fait, d'être un vecteur de persévérance scolaire et de motivation.
Au Québec, on a un outil, ça s'appelle la politique cadre. Il date quand même, date de 2007. C'est un outil vraiment qui est venu camper en fait l'importance de l'école comme milieu favorable aux saines habitudes de vie. Donc, il émet différentes orientations, autant en alimentation qu'en activité physique. Malheureusement, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que là, en ce moment, elle est présentement mise à jour, mais elle a été, en 2007, parachetée dans les écoles sans énormément de soutien financier, d'accompagnement, de ressources humaines, etc. Ce qui a fait en sorte qu'il y a des défis, donc il y a eu des progressés, mais aussi certains reculs par rapport à la politique de 2007. Puis, même si on souhaite mais si elle souhaite être mise à jour, bien, ce qui va permettre en fait d'éviter de refaire les erreurs, c'est une revendication de la coalition POIA, c'est de l'enchasser dans la loi sur l'instruction publique. Ça va vraiment faire en sorte qu'elle va avoir son mordant. Donc, ça ne sera plus nécessairement une suggestion, mais plutôt vraiment une obligation. Mais il faut que ça vienne aussi. Il ne faut pas que les écoles se retrouvent avec une obligation et pas d'aide. Donc, on ne veut pas créer un plus gros problème, mais que cette obligation-là vienne vraiment avec le support financier, etc., qui sont nécessaires. Et vraiment, une réédition de compte est essentielle. Dans notre virage santé à l'école 10 ans plus tard, en fait, on a fait comme une petite... des constatations, en fait, par rapport à ce qui s'est passé. Ça a été fait en 2017. C'est là qu'on a vu, justement, constater que ça a été paracheté et qu'il y a des nombreux défis. Au niveau alimentaire, tout au long de ma présentation, je vais avoir un focus un peu plus alimentaire. Je veux pas, je suis nutritionniste. Puis j'ai d'excellents collègues qui travaillent en activité physique au sein de la coalition POIA. Donc, je vais avoir un focus un petit peu plus alimentaire. Mais en 2017, donc ça, c'est des constats qui datent, mais on ose espérer que ça s'est amélioré. Donc, on constate qu'il y a toujours, en fait, des boissons sucrées qui sont accessibles dans nos écoles, alors que c'est supposé être éliminé avec la politique de 2007. Le jus et le lait au chocolat sont parfois offerts régulièrement, malgré l'évolution des connaissances. L'accès à l'eau est parfois limité lors des repas et pendant la journée, alors que c'est un besoin essentiel. La qualité nutritive des collations proposées est souvent faible. Et il y a énormément en fait, de frustrations qui sont reliées aux événements spéciaux et au contrôle des boîtes à lunch. Quand je parle de frustration, c'est par exemple au niveau des événements spéciaux, il peut y avoir comme une multitude de justifications pour offrir des aliments qui ne sont pas nécessairement très intéressants au niveau nutritif. Donc, ça peut être les anniversaires, les dîners pizza. Oui, il y a les fêtes traditionnelles, mais ça peut vite devenir très nombreux ces occasions. Donc, c'est sûr qu'on fait des revendications politiques, mais il y a moyen aussi de créer, comme le sujet de cette thématique-là, des nouvelles alliances. Puis ces alliances-là, en fait, ce qu'on a fait à la Coalition POIA, c'est un peu plus d'aider concrètement le terrain. Donc vraiment, on est allé à leur écoute, puis on a essayé, avec des outils très simples, de venir résoudre 4 problèmes qu'on a constatés dans le virage santé à l'école 10 ans plus tard. Donc, un sur justement les activités spéciales que je vous nommais, un sur les récompenses alimentaires, un sur le partage des responsabilités. Ça, en français, c'est, je ne sais pas si vous connaissez le phénomène des polices de boîte à lunch, mais je vais aborder un peu plus en profondeur cet aspect-là, si jamais ça vous dit quelque chose. Sinon, il y a aussi au niveau de l'accès à l'eau en classe, notamment. Donc, chaque outil, en fait, est conçu pour s'adresser au conseil d'établissement, donc vraiment engager toute l'équipe école autour d'une adoption de messages vraiment clairs, donc des actions concertées. Puis, chaque outil a une partie argumentaire, donc une partie vraiment pour sensibiliser, expliquer pourquoi il faut agir sur, par exemple, les récompenses, mais après ça, ça vient avec des idées pour récompenser autrement et à la toute fin, le modèle de résolution pour prendre action. Donc ici, on a une boîte à lunch typique d'un enfant du primaire.
Mais dans certaines écoles, ça serait interdit, par exemple, d'avoir les Oreos dans la boîte à lunch parce que c'est sucré, parce que c'est un biscuit. Aussi, on voit un yogourt à boire. Un yogourt à boire, en fait, dans d'autres écoles, ça peut causer des dégâts. Donc, on l'évite d'en avoir dans la boîte à lunch. On voit aussi un ficello. Le ficello, c'est emballé. Puis dans des écoles, en fait, c'est des politiques de zéro déchet. Donc, ça devient vraiment un gros casse-tête pour les parents qui doivent soit ouvrir les contenants et les mettre dans des emballages jetables, puis les mettre dans des contenants. Donc, ça ne règle pas nécessairement le problème. Donc, dans certaines écoles, ça ne serait pas permis. Je ne sais pas si vous voyez aussi, il y a une barre tendre, faite maison. Mais il y a des pépites de chocolat dedans. Donc, ce n'est pas permis le chocolat dans certaines écoles. Donc, il n'y a pas nécessairement beaucoup aussi dans ces interdictions-là de flexibilité. Puis ça peut varier d'une école à l'autre, mais parfois même dans une même école, d'une classe à l'autre. Donc, ça devient vraiment rapidement tout un casse-tête. Puis ça, je vais rapidement vous nommer des conséquences que ça peut engendrer pour l'enfant. Ça peut augmenter le risque de stigmatisation parce qu'il y a des écoles des intervenants qui empêchent l'enfant d'en manger, donc le retirent. Il y a des écoles qui demandent à ce que l'enfant se retire pour le manger, donc devant tout le monde. Puis, il y a des écoles dans lesquelles c'est un avertissement devant tout le monde ou un avertissement aux parents. En tant que tel, ça vient vraiment nuire, surtout pour les familles défavorisées. On le sait, c'est vraiment pas facile. Ça vient nuire à la variété d'aliments qui peuvent être offertes. Parce que aussi, dans certaines écoles, les collations, ça peut être que seulement des fruits ou des légumes, et parfois des produits laitiers. Donc, à ce niveau-là, c'est un bel exemple, en fait, dans notre outil, de comment on cherche à expliquer une problématique, mais après ça, venir vraiment camper. La solution, en fait, c'est camper le rôle de chacun. Donc, l'école est responsable de son offre. Elle en a déjà beaucoup à faire, comme on a pu voir dans les autres diapositives. Le parent est responsable du contenu de la boîte à lunch, alors que l'enfant est responsable de ce qu'il mange dans sa boîte à lunch, donc la quantité. Ça fait des relations plus saines avec les aliments, l'écoute des signaux de faim et de satiété. Je vais y aller plus vite. Donc, les dons alimentaires, ça, c'est un sujet qu'on vient de creuser de manière plus approfondie. Ce qui arrive, en fait, c'est qu'on se questionnait, on le sait, l'insécurité alimentaire est en augmentation, sans surprise, avec l'inflation et toutes les difficultés. Puis, on parle des données d'automne de l'INSPQ de 24 des ménages qui vivent une forme d'insécurité alimentaire et de 32 des ménages qui ont des enfants, en fait, qui sont mineurs. Donc, c'est encore plus important dans les ménages qui ont des enfants. Donc, on se demandait, en fait, est-ce que les enfants sont nourris à l'école? Donc, est-ce qu'il y a des aliments qui leur sont donnés? Et aussi, c'est quoi la qualité de ce qui est donné? Donc, est-ce que c'est des aliments qui sont compatibles avec des bonnes habitudes alimentaires ou plutôt avec le développement de maladies chroniques? Donc, ce qu'on s'est rendu compte par le biais de sondages, c'est que ça dépend, en fait, des dons. En fait, ça dépend des écoles. Il y en a beaucoup d'écoles qui reçoivent des dons alimentaires. Puis quand je dis dons alimentaires, c'est que ça vient de l'externe. Donc, on s'est attardé à ces dons-là. Puis, ça ne répond pas. Donc, selon les intervenants, ça ne répond pas aux besoins. C'est nécessaire. Mais malheureusement, en fait, nos données montrent qu'il y a des aliments qui sont très sucrés qui sont donnés aux élèves. Veut pas, on dépend de ces dons-là, donc ça vient avec le bon vouloir de ce que l'industrie agroalimentaire veut bien nous donner. Puis au Québec, c'est une situation que, personnellement, à la coalition POID, on juge inacceptable. En fait, il faut des critères pour encadrer les dons alimentaires. Mais en même temps, on le sait, c'est dans les cartons d'avoir des programmes d'alimentation scolaire universelle, donc des repas, des collations qui sont offerts gratuitement. Mais si on dépend des dons, on va se retrouver avec un problème qui est similaire. Donc, on va se ramasser à nourrir nos enfants avec des aliments qui ne sont pas nutritifs. Donc, c'est un peu
c'est un gros sujet. Puis, tu sais, tantôt, on a parlé de taxation de boissons sucrées. Julie l'a bien dit, l'importance de l'égalité, de l'équité. Bien, à ce niveau-là, bien, la taxe sur les boissons sucrées, avec le 50 millions qui pourrait être généré avec une taxe sur 20 sous le litre, bien, ça pourrait permettre de financer peut-être une partie un programme d'alimentation universelle qui vise vraiment à promouvoir une alimentation saine auprès des enfants. Ça, c'est notre campagne bonbon. Donc, c'est une autre façon d'agir auprès des enfants. Donc, il y a vraiment plein de portes d'entrée qu'on peut faire pour promouvoir les saines habitudes de vie. Donc, c'est la campagne J'ai soif de santé qui vise à faire de l'eau vraiment la boisson préférée des jeunes. Donc, c'est assez simple. C'est tout simple. Pendant la 3e semaine du mois de mars, les enfants font chin-chin avec leur gourde d'eau. C'est ludique, les enfants adorent. Ça vient vraiment placer l'eau comme la vedette. Donc, ça vise ultimement à diminuer la consommation de boissons sucrées, mais de manière très subtile. Donc, les messages, c'est que des messages positifs. On est dans les camps de jour, les garderies, mais également, je veux faire un petit clin d'œil. Maintenant, on est au CHU Sainte-Justine. Donc, ça permet de rejoindre les enfants malades aussi. Donc, ils réalisent des activités éducatives. Ça m'amène aussi activités éducatives au développement des compétences alimentaires. On l'a vu, les compétences alimentaires sont en décroissance, donc les chiffres ne mentent pas. On l'a vu hier, la consommation d'aliments ultra-transformés est très, très, très préoccupante dans toute la population. L'école peut devenir vraiment un levier inestimable pour faire contrecarrer en fait cette dépendance-là aux aliments ultra-transformés qui affectent autant notre santé. Donc, avec vraiment en subventionnant l'achat, par exemple, d'équipements, de formation, pour faire des ateliers culinaires, etc. Donc, c'est mon petit aparté. Au niveau de l'activité physique, on l'a vu avec la Fédération des kinésiologues du Québec, le plaisir d'être actif, c'est extrêmement important pour avoir envie de faire une activité physique au quotidien. Bien, les enfants n'y échappent pas. Puis, c'est pour ça, en fait, qu'il faut que l'école offre aux élèves un maximum d'occasions d'être actifs, de réaliser différents types d'activités au quotidien. Puis, pour ça, il faut développer une culture scolaire dans ce sens-là. Puis, le cours d'éducation physique à la santé vient vraiment central. J'en nomme juste un, mais il y a plein de choses qui peuvent être faites en activité physique parce que c'est parfois le seul temps durant la semaine où est-ce que les enfants peuvent être actifs, mais aussi parce que ça leur permet de développer des habiletés motrices qui leur permet après ça de pouvoir s'épanouir dans une variété d'activités physiques à long terme. Ici, on ne le sait pas toujours, mais le poids, en fait, l'image corporelle, la stigmatisation à l'égard du poids, ça peut devenir un frein à l'adoption de saines habitudes de vie. Puis, rapidement, en fait, il faut que l'image corporelle positive et la prévention de la stigmatisation à l'égard du poids, voire l'élimination de la stigmatisation à l'égard du poids dans les écoles, soient inscrits dans la prochaine politique cadre. C'est absolument essentiel. Là, vous pourrez lire rapidement pourquoi, là, mais ça engendre une foule de conséquences. Dernier sujet. Si jamais la thématique vous intéresse, le 16 février 2023, c'est un rendez-vous, c'est gratuit. C'est une formation, en fait, sur comment prévenir la grossophobie et promouvoir l'image corporelle positive. Donc, on va vous envoyer, en fait, un lien dans lequel vous allez pouvoir vraiment découvrir toute la programmation puis vous inscrire. Mais mettez ça à votre agenda si jamais les thématiques vous interpellent. Donc, merci vraiment beaucoup pour votre écoute. L'enfance, c'est une période qui est vraiment charnière, je l'ai dit. C'est là qu'on peut acquérir des saines habitudes de vie qui vont nous suivre toute notre vie. Puis, vraiment, l'école devient vraiment un lieu très important pour assurer le plein développement de l'enfant et sa réussite éducative. Donc, merci beaucoup. Bravo, Charlène. Non, ici. Merci. Merci, Charlène. On enchaîne avec les organisations. Donc, pour nous parler de santé durable au sein de nos organisations, une responsabilité partagée, je vous demande d'accueillir Sarah Berkane, qui est directrice des programmes SMET.
un autre acronyme que je vais découvrir, SMET, du groupe Entreprises en santé. Sarah, à vous la parole. Alors, SMET, qu'est-ce que c'est cette bête-là pour Hélène? Santé, mieux-être au travail. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, que vous soyez ici dans la salle au Musée de la Civilisation ou à distance, derrière vos écrans. Donc, effectivement, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Je remercie la SPQ pour son invitation. Je remercie particulièrement Anne-Marie, Marine et Thomas pour l'organisation de ce beau sommet. Je fais partie du groupe Entreprises en santé. C'est une organisation à but non lucratif qui a été fondée par Roger Bertrand, ancien ministre de la Prévention en santé en 2002. C'est un organisme qui a près de 20 ans. On fait partie de la PGPS dont a parlé le docteur Arruda. On en est à notre deuxième PGPS, mais on n'a pas obtenu les 40 millions. On a obtenu un petit bout, ce qui est déjà très très bien. Notre mission, c'est de soutenir les leaders pour construire des milieux de travail favorables à la santé et au bien-être des individus, contribuant ainsi au développement économique et sociétal. Alors, vous connaissez peut-être l'adage « le travail, c'est la santé ». Vous connaissez peut-être la chanson de Henri Salvador. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Donc, je vous rassure tout de suite, pour la santé et le bien-être de vos oreilles, je ne vais pas chanter ce matin, c'est promis. Donc, le travail, c'est la santé. On pourrait presque mettre un point d'interrogation. Ça peut être un formidable facteur d'épanouissement professionnel, mais ça peut être aussi tout l'inverse. On l'a vu, vous avez vu plusieurs fois les déterminants de la santé au cours du sommet. Le milieu de travail est un des déterminants qui est très, très important. Je voudrais vous faire une brève histoire du monde du travail. Aujourd'hui, on parle de révolution du travail. Il y a 3 phases sur les derniers siècles qu'on peut identifier. La première phase, c'est au début du XXe siècle. En fait, l'organisation du travail est telle qu'il y a très peu de chevauchement entre la vie professionnelle et la vie personnelle. La principale motivation des employés, c'est la survie. Et il y a vraiment ce fonctionnement-là. Et le besoin, c'est la stabilité dans son travail. L'employeur, lui, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche la fiabilité. On parle très peu, voire pas du tout de santé mieux-être au travail. On parle plutôt au niveau de la législation de sécurité au travail parce qu'il y a tout ce qui est machine industrielle. Donc, c'est le sujet important qui émerge. La deuxième phase, c'est au milieu et à la fin du XXe siècle. On commence à avoir un léger chevauchement entre la vie professionnelle et la vie personnelle. La principale motivation des employés, c'est le niveau de vie, le statut social. Le besoin est autour de la sécurité, mais aussi la conciliation, l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. L'employeur, lui, recherche la motivation, le dévouement total, le sentiment d'appartenance de la part de ses employés. Pour les organisations, la santé, le mieux-être, ce n'est pas leur responsabilité. C'est la responsabilité individuelle et de l'État, mais en aucun cas celle des employeurs. On commence à voir apparaître les assurances santé, quelques programmes en santé mieux-être au travail, mais on en reste là. Et la troisième phase, c'est le début du XXIe siècle, et là, le chevauchement est très important entre la vie professionnelle et personnelle, encore plus avec le télétravail, comme on l'a vu. La motivation des employés, c'est d'avoir des options. Ils veulent avoir de la flexibilité, de l'autonomie, pouvoir choisir, mais aussi avoir du sens au travail. C'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important. Pour les employeurs, l'objectif, le principal objectif, c'est l'innovation et les compétences interpersonnelles, ce qu'on appelle aussi savoir-être en complément du savoir-faire. Donc c'est là que la santé et le mieux-être du personnel deviennent un enjeu et deviennent une responsabilité partagée. Alors aujourd'hui, les défis des organisations sont très nombreux. Les principaux défis,
c'est la non-santé psychologique, le stress grandissant parmi les employés. Et évidemment, on voit ces mots dans la presse tous les jours, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Donc ça devient un enjeu d'attirer les talents, mais aussi de leur donner envie de rester. Enfin, troisième enjeu non négligeable, c'est la transformation du travail. Donc le télétravail, travail hybride, la gestion à distance, la transformation numérique et bien d'autres qui vont arriver. On voit donc que la santé devient un enjeu majeur et c'est surtout vu comme un projet sérieux, comme une des solutions efficaces pour l'organisation pour faire face à ces défis. Au niveau des employés, je profite de vous partager, parce qu'au groupe, on fait de nombreux sondages auprès des employés de différents milieux de travail. Eh bien, dans le top 3, les principales préoccupations, c'est la charge de travail, le stress, problème de santé psychologique, et la sédentarité, donc le manque d'activité physique. Alors, quel est le rapport entre la santé durable et la santé et le mieux-être au travail ? La santé durable, selon l'Alliance Santé Québec, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social, maintenu tout au long de la vie grâce à des conditions saines pour maintenant et pour notre futur. J'aime bien également la définition de Jean-Pierre Després de Vitam qui dit que la santé durable se définit comme le fait de bâtir un monde en santé, y compris celle de la planète, en considérant l'ensemble de ces déterminants et en mettant en premier plan la prévention. Alors le milieu de travail, je l'ai dit, c'est un des déterminants principaux de la santé. C'est pourquoi il est primordial d'agir en promotion de la santé au travail. Alors le lien, je le fais avec... Est-ce que ça fonctionne ? Avec la définition de la santé globale. La définition la plus complète, c'est celle de l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que la santé, ce n'est pas que l'absence de maladie. C'est aussi un état de bien-être complet, physique, mental et social. Alors, au groupe, on définit un employé en bonne santé comme une personne qui est bien dans son travail, dans son corps, on parle de santé physique, dans sa tête, on parle de santé psychologique, dans son équipe de travail, on parle de santé sociale, et dans sa tâche, on parle de santé spirituelle au sens, on a du sens au travail, on est aligné avec ses valeurs dans ce qu'on fait. Dans le contexte d'inflation mondiale que l'on vit, j'ai envie de rajouter santé financière, parce que c'est une énorme préoccupation aujourd'hui chez les employés. Alors la santé durable, c'est une responsabilité partagée entre l'employeur et l'employé. Quel est le rôle de l'employeur dans la santé durable ? Eh bien, c'est de créer un environnement favorable pour la santé de son personnel. Il doit également impliquer toutes les parties prenantes, les employés, les gestionnaires, les ressources humaines, les syndicats, tous les leaders de son organisation. Et il faut qu'il consulte les besoins prioritaires de ses employés pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour améliorer leur santé. Au niveau des employés, je reste sur les employeurs, il y a une limite. L'employeur n'est pas responsable de la santé d'un employé. Il n'a pas le rôle d'un professionnel de santé. Par contre, il a un rôle de soutien, de support, et il a beaucoup à faire, on va le voir après, dans les différentes sphères. Pour l'employé, eh bien, son rôle, c'est de communiquer ses besoins, dire quand ça ne va pas, dire quand ça va aussi, participer aux interventions et prendre soin de sa santé, avoir les outils, utiliser les outils à sa disposition pour prendre soin de sa santé, donc on appelle ça l'autogestion. Alors, dans quel domaine précis peut agir l'employeur ? Alors, sur la présentation, vous pourrez télécharger le code QR. On a un exemple, on a beaucoup d'outils sur notre site qui sont accessibles. Et ici, c'est un exemple des différentes interventions qu'un employeur peut mettre en place pour ses employés. En fait, il y a 4 sphères sur lesquelles peut agir un employeur.
Tout d'abord, la sphère des saines habitudes de vie, saines alimentations, gestion du stress, le sommeil, l'activité physique. Il y a la conciliation travail-vie personnelle, donc mettre des mesures en place comme une politique de flexibilité sur les horaires, le télétravail, des jours de congé, un départ progressif à la retraite. L'environnement de travail, donc on parle d'environnement physique et social à la fois, ergonomie des postes, température, lumière, bruit, etc. Et les pratiques de gestion. Donc, pratique de gestion, c'est une sphère très conséquente. Il y a la reconnaissance, le soutien, la charge de travail, harcèlement et violence. Il y a beaucoup de critères. Évidemment, la sphère des saines habitudes de vie, c'est une sphère plus individuelle. Par contre, les 3 autres sphères, l'employeur peut réellement agir dans ces sphères-là pour faciliter la santé et le bien-être de ses employés. On a parlé beaucoup des saines habitudes de vie, mais je voudrais vraiment insister sur le fait qu'en santé globale, pour une bonne santé globale, il faut absolument agir dans les 4 sphères. Les 4 sphères ont un impact sur la santé mentale, évidemment les pratiques de gestion encore plus. C'est pourquoi vous avez la modernisation de la loi CNESST qui va demander à toutes les organisations de toute taille, de tout secteur, d'intégrer les facteurs de risque psychosociaux dans leur plan de prévention des risques. L'INSPQ en a identifié 6 qui sont connus pour avoir un fort impact sur la santé, que vous voyez à l'écran: charge de travail, autonomie décisionnelle, reconnaissance au travail, soutien social et harcèlement psychologique, information et communication. On a donc vu le rôle de l'organisation, quel rôle elle peut jouer, là où elle peut avoir un impact. Au niveau de l'employé, au niveau de sa participation aux interventions, qu'est-ce qui détermine le fait de passer à l'action? J'ai retenu une théorie, il y en a beaucoup d'autres, mais j'ai retenu la théorie de l'autodétermination. Vous pourrez trouver beaucoup d'informations sur Internet, il y a des professeurs, chercheurs qui ont beaucoup étudié cette théorie. Je vais l'expliquer très rapidement, mais il y a deux parties importantes. La première, c'est qu'il existe différents types de motivation. J'en ai retenu 2. La motivation intrinsèque, qui fait appel au plaisir, c'est agréable pour soi. Et la motivation extrinsèque, là, ce sont des résultats externes qui vont faire appel à notre motivation. On mise beaucoup plus sur la récompense ou la punition, selon ce qu'on choisit. Et on a vraiment ces 2 types de motivation qui sont très différents. La deuxième chose, c'est qu'il y a 3 besoins universels à satisfaire pour la motivation et le bien-être. Il y a l'autonomie, c'est-à-dire que j'ai du pouvoir sur mes décisions, sur mes choix. Je suis responsable de mes actions. Il y a la compétence, j'ai les compétences pour participer à cette intervention. Ce n'est ni trop facile, ni trop difficile, c'est suffisamment stimulant. Et enfin, l'affiliation sociale. On a parlé beaucoup du lien social cette semaine, très important pour notre santé. Eh bien, c'est de faire partie d'un groupe, d'une équipe, d'avoir du plaisir et du soutien avec le groupe. Alors, en bref, si on fait appel à la motivation extrinsèque, il y a beaucoup trop d'actions aujourd'hui en entreprise qui sont basées là-dessus. L'impact va être beaucoup plus faible. Si on fait appel à la motivation intrinsèque, on met des objectifs atteignables, on fait appel au plaisir, il y a beaucoup plus d'impact. Donc pour qu'une organisation, il faut absolument demander les besoins et les suggestions des employés, mettre des interventions accessibles et qui font appel à la flexibilité et privilégier les interventions en équipe, en groupe ou en famille, pourquoi pas. Et c'est ça qui va faire que l'individu va participer, va prendre du plaisir à participer et va avoir un niveau de bien-être élevé. Alors, on l'a dit plusieurs fois, le milieu de travail, ça fait partie des déterminants les plus importants parce que les facteurs environnementaux ont un impact très fort sur notre santé. Et c'est pourquoi la promotion de la santé en milieu de travail joue un rôle crucial. Parce que c'est avec des employés en bonne santé qu'on va atteindre ce qu'on appelle une saine performance organisationnelle, c'est-à-dire que l'organisation va atteindre ses objectifs
va croître, mais pas aux dépens de l'humain, mais grâce à des humains en bonne santé. Et la promotion de la santé en milieu de travail, c'est gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour l'employé, plus productif, plus créatif, plus concentré, plus engagé. C'est gagnant pour la famille de l'employé parce que l'employé revient avec de l'énergie, heureux, en bonne santé chez lui pour accomplir ses tâches ménagères, ses loisirs ou passer du temps en famille. C'est gagnant pour les gestionnaires qui ont moins de conflits à gérer au travail, qui vont atteindre les objectifs, qui vont avoir une équipe en santé. C'est gagnant pour le client, on le sait, hein, un employé heureux, c'est un client satisfait. C'est gagnant pour l'État, on l'a dit beaucoup cette semaine au sommet, on passe beaucoup d'argent au niveau du budget du Québec dans le correctif. Donc, on pourrait réduire ses frais et les mettre dans d'autres domaines tout aussi importants, comme on l'a vu. Et c'est gagnant pour l'entreprise, puisqu'elle va pouvoir avoir une saine performance organisationnelle et avoir des employés en bonne santé. Alors, aujourd'hui, on le sait, ce n'est plus un secret, les impacts d'une démarche de santé mieux-être au travail, il y a beaucoup d'impacts positifs. Tout d'abord, c'est rentable. 1 $ investi en santé mieux-être au travail, c'est un retour sur investissement de 1,50 $ à 3,80 $. Donc même si vous êtes dans l'intervalle le plus bas, vous avez au moins gagné, voire plus, votre argent. Donc, les organisations qui mettent beaucoup d'argent là-dedans vont avoir moins de coûts SST, moins de coûts d'assurance collective, moins d'absentéisme, donc ça coûte très cher aussi. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que le retour sur investissement, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'impact sur l'humain. Et ça, on le voit à court terme, parce que le ROI, c'est plus à moyen-long terme. On a un meilleur climat de travail, moins de conflits, on l'a dit, une meilleure motivation, un plus grand engagement, moins de présentéisme dysfonctionnel, c'est-à-dire que quand l'employé se présente malade au travail, une meilleure qualité de service, une plus grande créativité et évidemment une meilleure rétention du personnel. Alors pour obtenir de tels bénéfices, il y a une recette magique. Je vous donne la recette aujourd'hui. Eh bien, il faut un programme structuré de type entreprise en santé. En fait, les initiatives ponctuelles, ça ne marche pas. Sur le long terme, ça ne marche pas. Il faut absolument respecter des conditions gagnantes, des facteurs clés pour obtenir de tels impacts. Il y en a plusieurs, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais les 3 premiers, pour moi, sont très importants. Le premier, c'est l'engagement de la direction. Si vous n'avez pas cet engagement-là, ça ne fonctionnera pas. Il faut que ce soit un engagement authentique, sincère. La direction va lancer le projet, financer le projet, mais aussi participer et montrer l'exemple. Le deuxième facteur clé, c'est l'implication de tous dès le début. Il faut impliquer, comme je le disais, les employés, les gestionnaires, les ressources humaines, les syndicats, pourquoi pas, et je l'encourage, les CA, la gouvernance, les actionnaires dans ce projet-là. Et ensuite, et ça c'est un piège dans lequel les organisations tombent très très souvent, il faut absolument consulter les besoins avant de mettre en place les interventions. J'ai vu de nombreuses organisations regarder quelles sont les tendances, que fait le voisin, on met les interventions en place et personne n'y participe et on est déçu. Donc consulter les besoins prioritaires des employés, c'est fondamental. Alors, il y a d'autres facteurs que je vous affiche à l'écran très rapidement. Démarche structurée, donc on en a parlé. Démarche intégrée dans les 4 sphères que je vous ai présentées tout à l'heure. Communication efficace, il faut beaucoup de communication. Et évaluer aussi ce qu'on fait, donc évaluer la participation et la satisfaction des employés aux interventions. Alors, je vous laisse avec quelques messages clés. Le premier, c'est que la santé, c'est une responsabilité partagée, employeur
et employés peuvent agir en prévention et doivent agir en prévention. Le deuxième, on l'a vu, des employés en bonne santé, c'est des employés qui vont permettre d'atteindre une saine performance organisationnelle. Troisième message, ce qui fonctionne, c'est un programme structuré basé sur les meilleures pratiques. Et enfin, nous sommes tous leaders en matière de santé durable. On peut agir individuellement et collectivement pour changer les choses. Et les milieux de travail sont une formidable opportunité pour le faire. Je vous laisse avec ce proverbe que j'aime bien. Je sais que c'était affiché sur une des diapositives du docteur Arruda, mais c'est « seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de sommet. Merci, Sarah. Donc, si je comprends bien, le lien entre les deux présentations qu'on vient d'entendre, c'est qu'on peut promouvoir la santé dans les écoles, dans les milieux de travail, puis ça va aider à répondre aux besoins des gens, du public, et les aider à rencontrer leurs objectifs et à contribuer à la santé et à la santé durable, c'est ce qu'on souhaite. On va passer à notre troisième présentation qui va parler des enjeux contemporains de santé au travail avec Marie-Claude Letellier, qui est médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive à la DSP de Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine. À vous, Marie-Claude. Puis vous avez votre pointeur ici. J'ai gagné une autre minute. Merci beaucoup à Anne-Marie et Thomas qui m'ont permis là, de présenter aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit plus tôt ce matin, je suis en Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine. Je fais de la santé au travail en grande majorité. J'attire mes petites lettres là, à la fin de mon nom. Il y a un MCBA, ça veut dire microbiologiste agréé. Vous allez voir, c'est important pour la suite. Donc, oui. Donc, je mets apparence de conflit d'intérêts. Comme l'a dit George Benjamin à l'Association de santé publique américaine cette année, certains travailleurs de la santé publique ont vécu de la violence pour avoir fait simplement leur travail. Donc, je mets dans mes conflits d'intérêts d'avoir fait mon travail. J'ai participé à des activités de plaidoyer pour une meilleure protection des travailleurs de la santé pendant la pandémie de COVID-19. Je fais de l'expertise aussi pour des litiges qui vont toucher des travailleurs en général. Puis aussi, j'ai présenté là, à l'EPHA cette année, qui est l'association américaine, sur l'utilisation des cadres pour faire du plaidoyer pour les travailleurs de la santé, entre autres pour le contrôle des risques biologiques. Donc, en santé publique, quand on est médecin de santé publique, on travaille avec des cadres. Donc, je ne pouvais pas passer la présentation sans vous en présenter quelques-uns. Donc, je vais avoir deux cadres. J'hésitais entre les deux. Donc, le premier que je vous présente, le pointeur, c'est avec ça, hein? Oui. Oh, non, ça avance. Regardez, je ne vais pas l'utiliser, je ne vais pas perdre de temps avec ça. Mais vous pouvez voir qu'au centre du cadre, pourquoi j'aime beaucoup celui-là, il y a les conditions de travail. Puis là, je ne veux pas choquer personne, je ne veux pas créer de controverses, mais moi, je suis de l'école où on dit on aime les mesures collectives avant les mesures individuelles. On a beaucoup parlé d'habitudes de vie, saines habitudes de vie, loin d'être contre ça, mais je dis toujours, en caricaturant un petit peu, on a beau manger des pommes, des carottes, faire du vélo. Si on travaille 80 heures par semaine dans un milieu toxique, je ne suis pas sûre qu'on va être en si bonne santé que ça.
Donc, toujours favoriser des milieux sains et sécuritaires avant d'aller dire ben, mange ci, mange ça, fais du sport, tu devrais bien aller, qui est un peu une approche de victim blaming. D'ailleurs, aux États-Unis, dans le Total Worker Health, on a enlevé la sphère des saines habitudes de vie, pas parce que c'est pas bon, mais parce que beaucoup d'employeurs disaient ben moi, j'offre des aliments sains, je veux dire, mes employés devraient être en santé. Puis d'ailleurs, Entreprise en santé, la première version, on avait les saines habitudes de vie qui étaient au centre, puis maintenant, c'est les pratiques de gestion qui sont vraiment mis de l'avant dans tout ça. Donc, on est tous d'accord qu'avoir des saines habitudes de vie, c'est bon, mais il faut agir collectivement au départ. Donc, ce cadre-là, vous voyez que les conditions de travail sont vraiment au centre. Si vous regardez, vous passez la majorité de votre vie au travail, en fait. Si on calcule 24 heures dans une journée puis qu'on en travaille 8, ça fait quand même beaucoup de temps qui est là. Ici, un autre cadre que je voulais vous montrer. C'est en lien, on voit encore les déterminants de la santé, la génétique qui peut jouer, les comportements, tout ça. Mais il faut comprendre que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour avoir des saines habitudes de vie non plus. Il y a quand même beaucoup d'éléments. Puis j'aimais beaucoup la première présentation de ce bloc-ci où on parlait justement là, des restrictions alimentaires, tout ça. Bien, justement, on a parlé beaucoup de la mère monoparentale avec 3 enfants. Bien, moi aussi, je l'utilise. La mère monoparentale qui a 3 enfants, qui n'a pas beaucoup de moyens, tu sais, de donner justement l'aliment qui ne fait pas de dégâts, qui est bon pour la santé. Ben, on contribue aux inégalités sociales de santé quand on exige un cadre trop rigide pour finalement combler nos besoins de base qui sont de manger. Ici, vous avez un petit historique. Là, je ne sais pas, ça avance comme tout seul. Non, ça va. Donc, moi aussi, je fais un historique. Il va être un petit peu différent de celui de ma prédécesseur. Donc, au 19e siècle, on était vraiment dans l'ère de l'industrialisation. Fait qu'on avait des travailleurs, puis on peut dire qu'il y avait des conditions vraiment dangereuses, en fait. Puis j'ai sélectionné, là, c'est des images grand public et tout ça, mais on voit même, là, dans une usine de pâte et papier, en haut à droite, des travailleurs pieds nus, sans aucun moyen de protection, habillés un peu comme ils sont habillés à la maison, puis aussi dans une construction dans l'industrie ferroviaire, tu sais, il n'y a pas de casque, il n'y a pas de bottes, il n'y a pas d'équipement de protection, tout ça. Puis, on voit qu'il y a de la fumée, il y a de la poussière, tout ça. Au 20e siècle, en fait, la main-d'œuvre est devenue de plus en plus spécialisée. Puis, ce qui est arrivé vraiment de nouveau, c'est l'arrivée des femmes dans le milieu du travail qui a amené toute la conciliation travail-famille. Puis, on est dans un marché de globalisation, mondialisation, de la compétition. Donc, tout ça fait en sorte qu'on a plus de risques humains, de risques psychosociaux, puis risques psychosociaux, pratiques de gestion, contraintes organisationnelles, tout ça, c'est des synonymes. Hier, on parlait du référentiel sectoriel, donc on utilise le langage qui va pour la personne à qui on s'adresse. Puis au 21e siècle, ben, en fait, on est en pénurie de main-d'œuvre, il y a le télétravail qui vient, puis ben, après avoir entendu tout ce qu'on a dit, il y a aussi les changements climatiques qui vont rendre les travailleurs plus vulnérables. Donc, les risques en milieu de travail, on a les risques, c'est les 5 types de risques, chimiques, physiques, biologiques, ergonomiques, psychosociaux. Chimiques, physiques, super bien contrôlés, bien, du moins il reste des choses à faire, mais quand même bien contrôlés. Avec la loi qu'on avait, on protégeait les milieux. On avait sélectionné les milieux où il y avait plus de risques chimiques physiques, des milieux masculins, en majorité, soit dit en passant. Maintenant, avec la nouvelle loi en santé et sécurité au travail, on a les risques ergonomiques, psychosociaux qui sont reconnus. Pour l'intervention, on verra ce que ça donnera, mais on les reconnaît. Les risques biologiques, on n'en parle pas nulle part. On ne les voit pas, les microbes, fait qu'ils n'existent pas. Donc, c'est vraiment un risque abandonné. Puis quand on regarde, bien, finalement, c'est des milieux plus féminins qui vont travailler avec des risques biologiques, ergonomiques, psychosociaux.
Donc, je vais passer rapidement les risques psychosociaux. Sarah en parlait quand même de façon importante, mais il faut savoir que c'est vraiment une balance. Il y a des facteurs protecteurs, il y a des facteurs délétères, puis finalement, c'est la balance de... Ça avance vraiment tout seul. C'est vraiment la balance de tout ça qui va faire en sorte qu'on a plus ou moins de risques à la santé. Puis j'attire votre attention sur la reconnaissance. On a fait une capsule dans ma région sur la bienveillance au travail. Puis la reconnaissance, il faut qu'elle soit vraie. Hein? On peut travailler dans un milieu, puis on le voit dans certains milieux, on souligne les bons coups à vendredi 10h30. Mais tout le reste de la semaine, on a traité nos employés, disons, avec de la microgestion, avec des obligations, avec des contraintes, mais 10h30, on souligne le bon coup. Il y a même des endroits qui vont donner des sceaux, certifiés compétents, certifiés actifs, certifiés si. Donc, la réelle reconnaissance doit être là aussi. Puis, je donne toujours l'exemple de la chaîne de montage. En fait, si on a quelqu'un qui travaille sur une chaîne de montage, bon, il y a une grande charge mentale qui va être là. Il faut qu'il soit concentré toujours. S'il se fait crier après par son chef, qui vit du harcèlement au travail, qui a un faible salaire, bien, il va avoir plus de risques à la santé que s'il a un meilleur salaire, l'équipe de travail est agréable, puis son patron lui fait de la reconnaissance, il y a des possibilités de promotion. Les risques ergonomiques, je vous l'ai plus mis en référence, mais il y avait M. Pépin, je crois, qui parlait que tout acte qui utilise des muscles amène une activité physique, mais en fait, c'est beaucoup relié à l'activité physique et quand on utilise nos muscles pour faire des choses. Donc, on lève des charges, on pousse, on tire. Finalement, c'est vraiment les risques de troubles musculo-squelettiques, on peut les appeler comme ça aussi. Mais en fait, peu importe le risque auxquels on est exposé, les effets à la santé vont quand même se regrouper. Donc, jouer sur un ou sur l'autre va amener des effets quand même similaires, à l'exception des risques biologiques, parce qu'on a beau faire plein de choses, si on est en contact avec un microbe, bien, on peut être infecté. Donc, l'exposition à des facteurs de risque, on voit que finalement, c'est une soupe inflammatoire. Puis l'image date quand même de 2012, mais je trouve qu'elle explique bien ce que c'est. C'est qu'on utilise trop nos muscles ou qu'on utilise trop notre tête ou qu'on vive un stress. Il y a un stress inflammatoire qui va se produire dans notre corps puis qui va amener des troubles de santé mentale, des troubles musculo-squelettiques puis des maladies cardiovasculaires entre autres. Donc, en agissant au niveau ergonomique, on va favoriser une bonne santé psychologique et vice-versa. Donc, considérer les risques en général, puis comme un tout de façon globale. Ici, je vous le mets aussi en référence. On parle encore du référentiel sectoriel. Moi, je dis souvent à mes équipes, allez pas dire à l'employeur qu'il va améliorer la santé de son travailleur. C'est vraiment pas ça qui le motive. Lui, ce qui va le motiver, ça va être que l'employé va être performant, va être fidèle, va rester dans l'entreprise, va être productif, va travailler vraiment de bonne façon. Il va être présent parce qu'on peut être présent au travail, mais ne pas travailler parce qu'on n'est pas dans un bon état. Donc ça, c'est vraiment des trucs, des arguments à donner aux employeurs. Puis c'est bien démontré que l'employeur, il gagnera aussi. Puis j'ai beaucoup aimé les 6G de la première présentation, gagnant-gagnant. Puis, pour ceux qui auraient des entreprises qui voudraient aider les générations à venir, il y a quand même, avec les conflits famille-travail, puis j'aime pas le terme famille-travail, j'aime mieux équilibre travail-vie personnelle, parce qu'on peut ne pas avoir d'enfants, mais avoir quand même des motivations dans notre vie qui nous demandent du temps. Mais quand même, quand on parle des enfants, bien, un parent qui va être en meilleure santé va être plus disponible pour son enfant. Donc, l'entreprise prépare aussi la société de demain, puis peut contribuer à une meilleure société en amenant des bonnes conditions de travail pour ses employés.
avec ce que je vous ai dit, j'en arrive au réseau de la santé. Je ne veux pas choquer personne, mais dans le réseau de la santé, où on a une majorité de femmes qui sont exposées aux risques biologiques, ergonomiques, psychosociaux, en fait, on est plus... on restreint plus les choses. Puis là, je vous montre comment on protégeait les travailleurs de la santé au Moyen Âge pendant la peste, puis comment on protégeait les travailleurs de la santé pendant la COVID-19. On n'a jamais remis en question le port d'un appareil de protection respiratoire pour un homme qui coupe de la silice, comme vous avez vu dans la première image avec son gros masque à cartouche, mais pour une femme qui travaille dans le domaine de la santé, qui est en contact avec un virus pandémique qui tue, bien, on est encore en cours pour contester des jugements du tribunal administratif du travail. Je vous laisse avec ça, mon temps file, mais pour vous dire que quand même, ça a été bien démontré par Statistique Canada que la restriction des équipements de protection respiratoire et autres équipements de protection dans le domaine de la santé a contribué à la détérioration de la santé mentale des travailleurs. Donc, des fois, on se demande pourquoi ils ne veulent pas aller dans le réseau de la santé, en plus du TSO, en plus des horaires atypiques, en plus de l'impossibilité. Notre mère monoparentale avec 3 enfants, elle ne peut pas travailler dans le réseau. Donc, en conclusion, il y a une prise en charge inégale des risques à la santé, ce qui amène en fait des inégalités sociales de santé. Puis, les travailleurs les moins protégés, c'est les femmes, les travailleurs étrangers, les travailleurs non syndiqués, ceux qui sont peu éduqués. Quand on revient finalement à tous les déterminants de la santé, ceux qui ont un cumul de vulnérabilité vont être encore ceux qui vont avoir les moins bonnes conditions de travail. Donc, on contribue par le travail à amener des inégalités sociales. Mais je vous laisse avec un mot positif. Avec la pénurie de main-d'œuvre, les employeurs n'auront pas le choix de changer leur façon de voir parce que finalement, c'est ceux qui ont des bonnes conditions qui n'ont pas de problème à trouver des employés. C'est tout. Ben oui. Sarah, Charlène? Merci, Marie-Claude. Merci. Sarah, Charlène, vous êtes là avec nous. Merci pour ces 3 présentations, vraiment. Est-ce qu'il y a des choses en opposition, là? Est-ce que... je regardais des appos, puis je me disais, OK, parce que Marie-Claude, je vous ai entendu chuchoter là, derrière moi, quand Sarah a présenté. Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles vous n'étiez pas d'accord? Ou Sarah, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris dans la présentation de Marie-Claude? Je crois que vous avez chacune un micro. Oui, parfait. Oui. Si Marie-Claude veut y aller, parce que moi, je n'ai pas chuchoté dans sa conférence. Est-ce que ça parle? Oui. Oui, ça va parler. Oui. Ça va parler. En fait, pourquoi je chuchotais, ce qui m'a surpris dans la présentation de Sarah, mais en fait, moi, j'ai été formée pendant toute ma résidence en risques psychosociaux et je prône la démarche entreprise en santé. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle a présenté. Ce que je trouvais dommage, par exemple, puis là, je ne veux pas cibler Dr Arruda avec sa PGPS, mais pourquoi? Mais en fait, le groupe Entreprises en santé a du financement pour intervenir, puis nous, la CNESST, dans nos directions de santé publique, nous dit qu'il ne faut pas rien faire tout de suite pour les risques psychosociaux. Mais je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. OK, je comprends. Il y a des micros dans la salle. Il y a un chat pour les gens qui sont à la maison. Vous nous envoyez vos questions. Allez-y, madame, on vous écoute. Bonjour, merci. Merci beaucoup pour vos présentations intéressantes. Peut-être une question qui est présente là, je sais que cet après-midi, ça va peut-être être abordé, mais dans vos présentations, mesdames, les 2 dernières, vous avez parlé, je vais parler comme chercheuse. J'ai oublié, Joanne Saint-Charles, directrice de l'Institut Santé et Société de l'UQAM, mais aussi chercheuse en communication. Merci. C'est important de dévoiler ses chapeaux. Vous avez parlé du cadrage financier de la santé au travail.
Donc, on va dire aux employeurs que c'est payant, donc ils vont le faire. J'ai entendu des choses, les journées où j'ai pu être ici, vraiment magnifiques et intéressantes et stimulantes aussi. Et je trouve qu'il y a quand même une absence notable de l'industrie dans notre rencontre. Il y a aussi une absence assez notable, sauf peut-être ce matin par Mme Voyer, de critique du rôle de l'industrie. Même dans les écoles, je regardais puis je me disais, ah, il y a combien de pesticides sur cette pomme et pourquoi elle est dans un bac en plastique? Il y a des... Actuellement, on nous vend de la nourriture qui n'est pas nécessairement tout à fait santé et je ne parle pas uniquement du sucre. C'est une question qu'on n'aborde pas et je n'ai pas la réponse. Hein. Je pose la question collectivement. On fait quoi pour se mettre à questionner le système dans lequel on est et de dire que non, la priorité au fait que les entreprises fassent de l'argent, non. C'est pas ça qu'on veut comme monde. La priorité au bien-être et à la santé de tous les vivants et de l'ensemble de la planète, ça devrait être ça. Comme je vous dis encore une fois, je n'ai pas la réponse, mais je vous interpelle là-dessus. Si ça peut vous intéresser cet après-midi, on entendra le point de vue d'un employeur. Alors, merci. Anne-Marie, c'est ce que tu voulais ajouter? Aussi qu'on a quand même aussi dans notre conversation Dr Alain Poirier, je ne sais pas si aujourd'hui il entendait parler de l'industrie, mais habituellement ça fait partie de ses dadas. Puis je me permettrais peut-être une petite réponse. Moi, quand vous me demandez mon avis, j'ai toujours quelque chose à dire. Mais en fait, l'industrie... je pense, c'est sûr, on n'est pas les décideurs. C'est pas nous qui acceptons les lobbies. C'est pas nous qui écoutons l'industrie parler. Mais je pense qu'il faut pas arrêter de faire du plaidoyer. Moi, ça a été difficile pendant la pandémie. Je veux dire, j'ai vécu du harcèlement. J'ai été intimidée. Je me suis fait traiter de militante, activiste, opposante, leader d'opinion, puis je vous en passe. Mais... j'ai continué, on a amené des actions, fait qu'il ne faut pas abandonner, mais quelqu'un de santé publique m'avait déjà dit, quand on le fait, il faut faire nos amis avant la crise. Moi, c'est ce que j'avais fait, je m'étais fait des amis avant la crise, mais ne pas abandonner le plaidoyer, puis il y en a plusieurs qui l'ont montré. Là. Rapidement, pour le plaidoyer de l'industrie, allez voir ce que l'OMS a sorti comme cadre l'année passée, en janvier 2022, pour tout le système alimentaire, puis la façon de faire évoluer l'industrie. Il y a quand même des pistes de solutions. Ils sont en train de s'assurer que ça pourra être uniformisé à la grandeur du monde entier. C'est un travail qui est difficile. Dr Francesco Branca est venu expliquer justement cette vision-là au ministre Dubé, ici même à Montréal, là, en avril dernier. Donc, il ne faut pas lâcher, mais oui, ça va passer par peut-être un partenariat, puis être à l'avant-plan, puis peut-être leur tenir la main. Merci, Julie. J'ai peut-être juste un petit élément à rajouter. Je pense que ça passe obligatoirement, en fait, faut que nos politiques publiques, il faut, en fait, retirer l'industrie de la conversation. On pense, par exemple, surtout, ce qui me vient en tête, les premiers exemples au niveau fédéral avec l'emballage, le symbole sur le devant de l'emballage. C'est un exemple criant de comment l'industrie, en fait, vient lutter contre des politiques qu'on veut pour protéger les Canadiens. Puis, donc, ajoute des délais, tente de mettre des bâtons dans les roues, il y a aussi au niveau fédéral un projet de loi, en fait, qui vise à, on cherche à retirer la publicité, à mieux protéger nos enfants par rapport à la publicité, mais malheureusement, l'industrie réussit en fait à constamment contrecarrer puis à faire ralentir l'émergence d'un tel projet au niveau canadien. Donc, c'est peut-être mon petit point. Il faut convaincre les électeurs. L'argent bâillonne bien des choses. Oui, il faut convaincre les électeurs. Et il faut s'exprimer, il faut se faire entendre. Oui, Sarah, allez-y. Oui, je rebondis parce que je trouve votre intervention tellement pertinente. Moi, c'est un secteur que je connais bien. J'ai travaillé 10 ans. J'ai décidé de le quitter. J'ai décidé de dire non à la surperformance, aux chiffres, au rendement, parce que même on parle de machines, d'intelligence artificielle, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des humains derrière. Donc, en aucun cas, les machines ne vont résoudre la problématique, je le dis tout de suite. Donc,
vous avez remarqué sur ma diapositive, le ROI, c'est plus petit que le VOI. Donc, j'insiste beaucoup plus dans les conférences sur le VOI. Avec la pandémie, je vous dirais qu'il y a une oreille un petit peu plus ouverte que sur le chiffre, mais il y a encore beaucoup à faire. On a beaucoup d'entreprises de tout milieu de travail au groupe. C'est vrai que le secteur de l'industrie n'est pas très représenté, je ne vous le cache pas. Donc pour moi, il y a des choses à faire. Puis la première, effectivement, je rejoins les commentaires sur les politiques, les municipalités, mais individuellement, il y a le pouvoir de dire non. Donc je pense qu'aussi on a des choses à faire là-dedans, dans nos choix, dans nos propres choix au quotidien. C'est ce que je voulais rajouter. Mais dans un deuxième sommet, Thomas, tu notes, on pourrait avoir des exemples d'initiatives qui ont porté fruit, qui ont été, qui sont des role models, des leaders. Oui, madame, allez-y, je vous écoute. Bonjour à tous. Je voudrais vous parler d'un merveilleux milieu essentiel pour les jeunes. Est-ce que vous devinez de quel milieu j'ai envie de vous parler? Essentiel pour les jeunes, qui est aussi un milieu de travail. C'est les camps. Puis pourquoi c'est essentiel? Parce que l'été, c'est 1/6 de l'année pour un enfant. C'est 1/6 de l'année et c'est aussi un milieu essentiel, on l'a vu pendant la Covid, mais c'est aussi parce que les deux piliers de ce milieu-là, c'est le plaisir, c'est le jeu. Et c'est un merveilleux moment pour découvrir plein de choses, mais aussi pour se découvrir. Et c'est ce qui se passe dans les camps. Puis quand je dis camp, c'est très large. Il y a les camps de jour, il y a les centres communautaires, et j'en passe. Il y a beaucoup de milieux qui ont une offre estivale. Donc moi, c'est des milieux, puis je ne parle pas en leur nom parce que je ne les représente pas, mais c'est que je les connais très bien. Nous, on les connaît extrêmement bien, on les accompagne, et ils sont magiques. Ils ont une créativité essentielle. Donc là, si je reprends, puis le dernier point, pourquoi ils sont essentiels, c'est que c'est la continuité. Quand on parle d'habitude de vie, si on ne veut pas être dans une logique d'effort, il n'y a pas que l'école. L'école est essentielle, je ne le nie pas. Mais il y a les 2 mois de l'année. S'il y a une relâche au cours de l'été, c'est à nouveau les efforts en septembre. On reprend l'école, on refait des efforts. Non, on n'est pas dans les habitudes de vie. Il faut cette continuité. Nous, ce qui est essentiel chez nous, c'est on a les mêmes messages. Puis la TQSA, c'est la Fondation Tremplin Santé. Ah oui, parfait, merci. Mais c'est au-delà de ça, c'est qu'à la TQSA, à la TMVPA, puis grâce à Québec en forme, on a bâti au Québec des messages communs. Donc, on n'a pas à les réinventer. Nous, ce qu'on fait, c'est les adapter pour qu'ils aient le biais du plaisir, le biais du jeu. Puis, la boîte à lunch, c'est un merveilleux exemple. C'est vrai que le contrôle de boîte à lunch, c'est une aberration. Mais la boîte à lunch, elle se passe à quel moment? Elle se passe pendant l'heure du repas. Puis l'heure du repas, c'est bien plus que la boîte à lunch. On mange, mais c'est une ambiance, c'est un moment pour être ensemble. Puis quand on parle de ça aux animateurs, ils font « Ah, merci, j'aime pas contrôler la boîte à lunch. » Mais tu peux faire beaucoup plus en créant une ambiance sympathique. Et puis la scène d'alimentation, c'est bien plus que la boîte à lunch. C'est les ateliers culinaires, c'est le jardinage, c'est la germination, c'est l'exploration sensorielle, faire découvrir à des enfants qui n'ont pas la chance de consommer certains produits, mais là, de les faire découvrir. Puis, pas pour leur dire qu'il faut en manger, puis en remanger, mais simplement pour leur dire, ça t'a fait quoi à l'intérieur de manger ça? Ah ok, mais tu sais qu'on peut le retrouver, à d'autres moments, on peut le retrouver dans d'autres occasions. Merci. Est-ce que vous avez une question? Non, en fait, j'ai pas de question. Mais j'ai un dernier petit truc, parce que moi, je les adore, ces milieux-là, puis j'ai envie que tout le monde les adore, parce qu'ils sont vraiment essentiels. Il nous reste 4 minutes 12. Oui, c'est juste ça, puis je vois des micros. Finir un tout petit truc? Oui, allez-y. Par dire, c'est que les besoins, c'est une chose, mais là, moi, j'arrive pas à parler de besoins avec les camps, parce que les besoins, c'est des besoins organisationnels. Ce qu'il y a, c'est le désir. Et c'est d'aller susciter le désir, de l'alimenter et de leur donner les moyens de le réveiller chez les enfants. Voilà. Puis j'ai terminé. Merci. C'est un beau tremplin pour eux. Oui, monsieur. Bonjour, Marc-Antoine Pépin, Fédération des kinésiologues du Québec. Ma question s'adresse plus à Sarah. On a parlé des 4 sphères d'intervention, dont l'aspect habitude de vie, qui semble, ça a été mentionné que c'était plus personnel, donc plus d'un point de vue personnel. De mon côté, au niveau activité physique, entre autres, je me questionne, étant donné que les gens sont très souvent au travail, on l'a mentionné, ils passent 8 heures par jour au travail et tout ça,
est-ce que le milieu de travail n'a pas, l'employeur, disons, n'a pas un rôle aussi à jouer au niveau éducation, éveillé au niveau des habitudes de vie? Parce que oui, je comprends que dans la vie de tous les jours, c'est la personne qui va faire ses choix alimentaires, ses choix d'activité physique et tout ça, mais si elle n'a pas les outils, si elle n'a pas les connaissances requises, est-ce qu'on ne peut pas passer à travers le milieu, entre autres, on pense entre autres au PAFMAP et tout ça, bon, qui met en place des activités au niveau activité physique, mais moi, je pense qu'il y a un rôle qui est beaucoup plus important au niveau des employeurs aussi pour éveiller puis outiller les gens à faire des bons choix en termes d'habitudes de vie. Je vais peut-être avoir une opinion là-dessus rapidement. Merci beaucoup. Question très intéressante. Effectivement, on dit que c'est une sphère plus individuelle. Ça ne veut pas dire que l'employeur ne peut rien faire ou n'a rien à faire. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est plus dans le choix de l'intervention. Je pense qu'il faut être vigilant parce que ça peut être tout simplement de la sensibilisation, ça peut être beaucoup plus que ça. Mais on a beaucoup d'employeurs qui sont surpris de mettre en place des interventions et avoir peu de participation. Donc en fait, ça s'accompagne d'un programme structuré, que n'importe quelle sphère, c'est la même chose. Il faut absolument comprendre de quoi ont besoin les employés. Ça peut être effectivement de commencer par de la sensibilisation. Ça peut être d'aller plus loin. Moi, je trouve que le milieu de travail, c'est un milieu où on peut retrouver l'équité. Parce que dans le télétravail, tout le monde n'a pas été équitable. Au moins, au travail, quand on est dans un bureau, on a accès au même matériel, on a accès aux mêmes ressources. En télétravail, tout le monde n'a pas un chalet dans les bois avec une pièce fermée. Donc, je pense que c'est un milieu où on peut donner de l'information, accompagner, soutenir. Et c'est de bien comprendre de quoi ont besoin les employés. Parce que les employés, parfois, ils veulent pratiquer l'activité physique avec leur famille. Donc, l'employeur peut apporter un soutien financier, par exemple. Ou alors, tout simplement, les gens, pour retrouver du lien social après ces années difficiles, c'est de faire quelque chose en équipe. Donc, il y a des choses à faire, c'est sûr. Il faut juste savoir quelles interventions vont être les plus pertinentes. Il faut les accompagner. Souvent, imaginez un employeur qui vous a jamais demandé votre avis. Et du jour au lendemain, il va vous poser des questions. Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous êtes stressé? Il y en a qui peuvent être un peu bousculés par ça. Donc, il y a beaucoup de communication à faire en amont pour expliquer quel est le rôle de l'employeur, qu'est-ce qu'il peut apporter, puis quelle est la part de l'employé là-dedans. Donc, je suis vraiment contente que les kinésiologues aident dans cette partie-là parce que ça peut être la sensibilisation, mais de l'accompagnement aussi. Puis moi, je voudrais juste dire un petit quelque chose avec ça aussi. En fait, l'employeur, ce qu'il peut faire, c'est aussi donner l'aval. Je donne l'exemple. Moi, je suis très chauvin, là. J'aime beaucoup la Gaspésie. Entre autres, dans notre direction de santé publique, on a eu l'aval du directeur de santé publique, de son adjointe, que pendant des rencontres de télétravail, on peut faire des étirements, on peut faire du vélo, c'est toléré, on peut se promener, tout ça. Donc, d'avoir la haute direction, quand on disait le soutien de la haute direction, bien, c'est une bonne chose. Puis les sports d'équipe au travail, en fait, il y a l'aspect reconnaissance, support des collègues, tout ça là, qui peut se mettre en branle aussi. Merci. Je vois le temps qui file. Je vais vous écouter parce que vous avez été très patiente. Je vais essayer d'être brève. Ma question s'adresse aux deux dernières interlocutrices. On entend souvent parler de la nouvelle gestion publique, qui existe quand même depuis un bon bout de temps. Ce n'est pas si nouveau que ça. D'après vous, quand est-ce qu'on va s'en débarrasser? Il y a de plus en plus d'études qui montrent l'impact majeur que ça a sur les travailleuses, les travailleurs. Vous avez parlé de pratiques de gestion. Donc, j'aurais aimé vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la NGP? En fait, moi, je ne connais pas cette nouvelle gestion publique. Je ne sais pas si vous faites référence aux mesures qu'on devait mettre dans le système public, mais qu'on a écrit un document, mais qu'on... Bien, c'est toute la pratique dans nos organisations publiques, notamment en santé, là, qui amène plus de performance, des indicateurs quantitatifs. Oui, puis exemple, le Lean Management. Oui, c'est ça. En santé publique, du moins quand on vient de l'Université Laval, on est formé en Lean Management. Lean Management, c'est pas de couper du monde, c'est de couper ce qui est
sa valeur non ajoutée, genre remplir un formulaire qui n'est pas nécessaire ou le remplir 3 fois, la microgestion, tout ça. En fait, ben, vous m'avez entendu parler, je pense que je n'ai pas besoin de répéter mon avis, mais on le voit, le réseau public est en très grande pénurie de main-d'œuvre. On est dans des milieux où c'est surtout des femmes. Bon, on n'aime pas le mot systémique au Québec, mais tu sais, quand on a des politiques en place qui font en sorte que les milieux où on a le plus de femmes sont les moins bien traités, peut-on parler de sexisme systémique? Je soulève la question. Merci. Anne-Marie? Moitié Zoom, moitié moi. Donc, au côté du Zoom, il y a des gens qui soulèvent la question, entre autres, qu'ils trouvent que ça ne bouge pas assez vite, puis qu'il y a des constats qu'on fait aujourd'hui qu'on faisait encore il y a 20 ans. Donc, je vais inviter les gens qui nous rejoignaient aujourd'hui, dans le fond, à aller voir les vidéos, peut-être de lundi, où il était question de faire d'autres alliances avec d'autres partenaires, avec les citoyens, et cet après-midi, à aller chercher de nouveaux partenaires aussi. Donc, peut-être que ça répondra à ce type de message. Et de mon côté, je voulais juste positionner juste un élément, mettre mon chapeau de maman sur des conseils d'établissement scolaires depuis de nombreuses années, au primaire, au secondaire. Et vraiment, l'approche, dans le fond, dans les outils qui sont proposés, parce que c'est des outils, hein, c'est de l'accompagnement, elle est faite pas de la façon « il faut que les écoles nous aident ». Ils sont vraiment faits de la façon « les écoles ont des besoins, nos outils peuvent ou non répondre à leurs besoins tout en aidant la santé. » Puis ça, c'est un élément qui est super important, d'être plus humble et d'arrêter de vouloir que... Parce que moi, j'étais dans les écoles quand ils ont descendu, il faut que les écoles lavent les dents des enfants. Ça a pris... On s'est couché bien tard. On s'est couché bien tard cette soirée-là dans la réunion. Fait que ça, c'est pas l'approche. Mais ça veut pas dire que ça se ferait pas dans les écoles si on trouvait que ça répond à un de leurs besoins, puis de travailler plus en partenariat citoyen, en partenariat avec les patients et avec les écoles, les autres milieux, les milieux de travail. Puis justement, oui, les employeurs l'après-midi vous diront la perspective qu'ils ont des outils de Sarah. Merci Anne-Marie Morel. Donc, je vous invite à remercier Charlène Blanchette, Sarah Bercan et Marie-Claude Letellier. Merci mesdames.